Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale consacrée à l'île aux parfums, ravagée après le passage meurtrier du cyclone samedi dernier. Des scènes apocalyptiques. L'île aux parfums manque de tout, d'eau, d'aliments, d'électricité, des conditions qui font craindre le pire au niveau sanitaire. Il y a urgence à agir et à agir vite. Le président Emmanuel Macron est arrivé ce matin à Mayotte avec 4 tonnes de fret alimentaire et sanitaire ainsi que des personnels de secours. La solidarité s'organise, mais ces aides seront-elles suffisantes? Comment reconstruire Mayotte et avec quels moyens? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre avec nos invités en plateau que nous accueillons. Bonsoir à tous. On commence avec Sébastien Langlade qui nous a rejoint. Bonsoir. Vous êtes responsable prévision cyclonique à Météo France. Vos lumières seront très intéressantes pour comprendre effectivement comment Chido a été si puissant et a balayé Mayotte. On aura également à nos côtés David Belda. Bonsoir David Belda. Vous êtes premier vice-président de l'Union départementale des CCAS, aussi syndicat au niveau sanitaire. Alain Domer qui est également à nos côtés. Bonsoir docteur. Vous êtes le président du Conseil de l'Ordre des médecins interrégional Réunion Mayotte. Avec nous également Nicolas Puluen, vous êtes responsable secteur océan Indien d'une agence intérim qui se trouve aussi du côté de Mayotte. Vous étiez à Mayotte au moment de ce cyclone Chido. Vous nous raconterez votre expérience, on peut le dire, traumatisante. François Hermé est également à nos côtés. Bonsoir, vous êtes maître de conférence en sciences économiques à l'Université de La Réunion. Vos lumières seront très intéressantes pour comprendre effectivement l'ampleur économique et le défi aussi à relever pour Mayotte dans ces prochains jours. Et puis, avec nous également Amina Djoumoua. Bonsoir, vous êtes porte-parole du collectif REMA, Résistance Réunion Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous propose, avant de vous donner la parole, de prendre la direction de Mamoudzou, le chef-lieu de Mayotte, sévèrement touché par Chido. Apparemment, nous avons un problème technique on va essayer de rétablir la liaison avec Mamoudzou avant de retrouver notre correspondant sur place à Mamoudzou. Je vous propose de faire un tour de table pour voir avec vous ce que vous a évoqué justement ces scènes apocalyptiques, ces images effectivement de dégâts considérable au niveau de Mayotte. Je vous donne la parole, Amina. Vous êtes vous-même mahoraise, vous vivez ici à La Réunion. C'est encore très sensible, vous attendez encore des nouvelles de vos proches. Quel est le sentiment qui vous anime ce soir? Le même que le premier jour, la peur de l'avenir, de ce qu'on découvre chaque jour, la tristesse de savoir les nôtres dans le besoin, parce que malgré tout ce monde qui descend à Mayotte, nos familles sont dans l'obscurité totale. Ça veut dire qu'il y a une partie de Mayotte, la grande partie de Mayotte qui est coupée du monde, qui ne sait même pas qu'il y a des ministres ou des présidents qui vont sur place, et qui font des annonces les concernant, alors qu'ils ne savent rien du tout. Et donc, on a peur et on a mal en même temps. On en reviendra, Amina, sur effectivement l'arrivée de ces ministres, mais aussi du président de la République qui est actuellement à Mayotte. François Hermé, d'un point de vue citoyen, on peut le dire lambda, mais aussi avec un prisme économique, ces images que vous voyez véritablement de ruines, notamment là on a des bidonvilles du côté de Mamoudzou. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces images? Beaucoup d'émotions naturellement, mais globalement quiconque est déjà allé à Mayotte, en voyant ces bidonvilles qui fleurissaient un peu partout, on craignait justement que ce type de situation pouvait arriver. Malheureusement, c'est arrivé. Mais là, l'urgence humanitaire, effectivement, est assez inquiétante. Pour vous, c'était une crainte, mais pour nous, c'était une certitude. Et on l'a signalé à maintes reprises. Mais les gens ont préféré, les autorités, tout le monde a préféré fermer les yeux, jouer les humanistes et laisser la situation. Aujourd'hui, on se renvoie la balle, mais tout le monde est responsable. Toutes les parties politiques. On l'évoquera, Amina, effectivement, parce que c'était peut-être effectivement, quand on voit les dégâts, ça aurait pu peut-être être évité. Il y a eu des alertes. En tous les cas, on l'évoquera pendant cette édition spéciale. Nicolas, vous étiez vous à Mayotte. Vous allez nous raconter ce que vous avez vécu. Là, quand vous voyez quelques heures après l'ampleur des dégâts, qu'est-ce que vous ressentez? Je constate juste que depuis 10 ans que j'habite dans l'océan Indien, c'est que chaque année, je vais à Mayotte, j'y vais tous les mois, c'est que chaque année, finalement, il y a des statistiques, des paris qui sont pris sur le nombre de morts qu'il pourrait y avoir s'il y avait un cyclone. Chaque année, au début, on disait 7, 8 000, 10 000. Là, avant le cyclone, j'entendais dire qu'il y aurait peut-être 40 000 morts s'il y avait un cyclone.
Aujourd'hui, on nous annonce 30 000 morts. 30 morts. Excusez-moi. 31 morts. 31 Bilan morts. provisoire pour Voilà, l'instant, non, bien mais évidemment, qui risque. Voilà, c'est juste... d'augmenter. j'ai du mal à répondre à votre question parce que j'y étais et que je suis juste atterri. Quand j'ai quitté Mayotte hier, ça sentait la mort, quoi. Docteur Domergue. Moi, je ressens beaucoup de tristesse. J'ai encore de la sidération. J'ai beaucoup d'incompréhension parce qu'effectivement, ce qui se passe est hors norme. C'est gigantesque. On est un peu perdu aussi parce que ça ne répond à aucun des repères que nous avons et que nous avons connus. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est lunaire. Voilà, j'y crois. Je veux dire, je suis pas du tout dans le déni. Mais il est certain que c'est une situation qui me semble et que je crois pouvoir évaluer comme absolument hors norme et exceptionnelle. David Belda. Moi également, donc Mayotte avait déjà un genou à terre. Là, c'est 2 genoux à terre, nos voisins et frères maorais. Et carrément à plat ventre. Voilà, donc à plat ventre, oui, effectivement, 2 genoux à plat ventre, c'est symbolique. C'est-à-dire que nous, on le savait, pareil. C'est-à-dire que les besoins sociaux des CCS, avec l'Union nationale des CCS, avec tout ce qui a pu mener à Mayotte pour construire un peu l'action sociale au quotidien, on l'a vu, on était à la vigie. Et on se disait, mais comment, si un jour il y a un peu de pluie ou même des vents forts, comment des gens vont vivre là-dedans ? Donc c'est vrai que c'est aussi ce sentiment un peu d'émotion, mais également d'agacement, parce que finalement c'est nos frères et sœurs mahoraises et mahorais qui aujourd'hui se retrouvent comme ça, et au-delà de ce qu'on peut avancer dans notre système de santé et sanitaire, il fallait quand même faire des choses, je pense. Voilà. Alors, Et pourtant, des personnes qui sont bien dans leur foyer et dans leur famille se sont soulevées en masse contre la destruction de ces bidonvilles et n'ont jamais pris la peine de demander le relogement. Qui n'était pas une solution d'ailleurs, les bidonvilles. Qui sont mis pour engraisser des pseudo-associations humanitaires auraient pu servir à les reloger ou à améliorer leur vie chez eux s'ils étaient reconduits. Aujourd'hui, on ne les entend pas et c'est intolérable et c'est inacceptable. Ils doivent en répondre. Amina, on en parlera. Là, c'est vraiment un tour de table. On donne juste la parole assez rapidement à Sébastien Langlade avec le phénomène, la puissance de Chido. C'est un phénomène qui est véritablement rare. Oui, les images que nous voyons, c'est une bien triste illustration d'un impact cyclonique exceptionnel sur Mayotte, enfin pour Mayotte. Et chaque année, les cyclones dans le monde contribuent à générer énormément de dégâts sur les terres habitées. Chido était un cyclone puissant mais très compact. Les vents destructeurs s'étendaient à environ 60 km du centre, c'est-à-dire que le cyclone serait passé seulement à plus de 60 km du centre, on aurait eu un impact qui n'aurait rien à voir avec ce qu'on a connu actuellement et qui était lié vraiment au cœur du cyclone. Donc voilà, c'est cette trajectoire contournant Madagascar et passant directement sur Mayotte qui est bien à l'origine de cet impact cyclonique exceptionnel pour Mayotte. Alors Amina Djoumoua, de mémoire de Mahorais, ce que l'on vous a dit, ce que vous avez eu effectivement des nouvelles de vos proches, jamais n'avez vu un tel cyclone, vécu un cyclone aussi intense? En fait, les gens le comparent un peu à Kamissi parce qu'à l'époque de Kamissi, nous on avait 7-8 ans. Les maisons étaient toutes en paille, donc ça avait fait beaucoup de dégâts. Du coup, les gens l'assimilent un peu, mais ça n'a rien à voir parce que là, on a affaire à des maisons en dur qui sont carrément passées. Et là, on parle des dégâts matériels, des dégâts humains, mais on oublie la faune et la flore. Il n'y a aucun animal qui est debout. Il n'y a aucun arbre debout à Mayotte. À Mayotte, j'ai mon neveu qui me dit ça sent le cadavre partout. On ne sait pas si c'est les animaux ou les humains. C'est horrible. Et ils sont coupés du monde. C'est tout simplement terrible. Alors Sébastien Langlade, le lien direct justement entre ce cyclone destructeur et le changement climatique, il n'est pas si simple à établir dans les faits. Non, pouvoir faire un lien direct entre un événement aussi extrême qu'il soit, mais relatif, enfin je veux dire un événement individuel, si je puis dire, n'est vraiment pas simple et pas évident du tout en fait, puisque le caractère exceptionnel que j'ai expliqué qui est lié à sa trajectoire, eh bien relier ça au changement climatique, non, ce n'est pas possible, en tout cas en l'état des connaissances actuelles, ce n'est pas possible. Alors il ne faut pas confondre l'impact que va avoir le réchauffement climatique sur l'activité
activité cyclonique à long terme, je le rappelle ce que c'est, quand même une augmentation de la proportion du nombre de phénomènes puissants, intenses ou très intenses. Mais ça, c'est vraiment sur plusieurs saisons cycloniques, sur des décennies. D'ici la fin du siècle, on devrait avoir cette évolution liée au changement climatique. Là, on est vraiment sur un système, un événement individuel extrême et dramatique par sa trajectoire, qui a malheureusement pour Mayotte s'est dessinée sur la configuration la plus défavorable. Alors j'aimerais que l'on revienne sur la culture du risque cyclonique à Mayotte. On l'évoquait tout à l'heure avec Nicolas, vous étiez sur place, vous disiez qu'à quelques heures du passage donc, de Chido, les gens n'étaient pas plus affolés que cela. On se rend compte aussi que on a l'impression aussi, c'est ce que disent aussi les Mahorais, c'est qu'en général, effectivement, les cyclones passent sur Madagascar, fait barrière, et effectivement, on n'a pas trop de dégâts. Et c'est vrai que là, il n'y avait pas forcément d'affolement. Donc alors qu'il y avait des alertes, des pré-alertes comme ici à La Réunion. En général, dès que nous avons des pré-alertes ici à La Réunion, on est en mode pile, on va chercher de l'eau, on reste chez nous, on se barricade. Et c'est vrai que là, c'était pas du tout le cas. C'est pas ce que vous avez ressenti vous à Mayotte? Mais moi le premier, après avoir vécu plein d'alertes cycloniques à La Réunion, où finalement c'était pas si dramatique que ça. J'étais sur place, j'ai reporté mon départ parce que je me suis dit que je voulais pas voler alors que le vent commençait à démarrer. Mais clairement, les gens n'étaient pas plus affolés que ça. C'était vraiment, on était tranquille, on attendait le lendemain matin que le cyclone passe, en se disant on verra après pour repartir. Amina, vous avez eu vous des proches au téléphone quelques heures avant le cyclone qui n'étaient pas plus inquiétés que cela? Non seulement les quelques proches que j'ai pu avoir avant les cyclones, les proches on a pu les avoir avant le cyclone, mais ce que je voulais signaler ici, c'est que même nous, dès qu'on a entendu un cyclone, vu qu'on vit les cyclones ici, nous on est restés collés à la météo, à la télé, et on les appelait pour les avertir, disaient oh mais arrêtez de vous inquiéter. Mais je veux dire, les gens pointent beaucoup du doigt le fait que s'il y a beaucoup de victimes, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu aller dans les centres. Mais je signale que si tout ce monde voulait aller dans les centres, il n'y en aurait pas suffisamment de place. Il n'y a pas eu d'investissement depuis plus de 40 ans à Mayotte. Là où on les a mis pour les soi-disant centres d'hébergement, c'est des vieux écoles qui n'ont pas tenu eux-mêmes, ils se remontent là-dedans. C'est des gymnases mal construits, les constructions qui ont été faites ces derniers temps à Mayotte, ils n'ont pas tenu, on ne sait pas qui les a fait. Et du coup, je veux dire, même si les gens avaient voulu se mettre, ils avaient pris au sérieux et se mettre à l'abri, il n'y avait pas, là aujourd'hui on a le cyclone, il n'y a aucune mairie qui a un groupe électrogène pour pouvoir dépanner ses habitants et charger leur téléphone. Vous vous rendez compte de l'aberration? David Bella, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir, bien sûr, madame, sans vous contredire, au contraire, ce que vous dites est totalement vrai. Mais c'est juste pour dire quand même, au niveau des CCS, nous, entre 2020 et 2022, avec l'Union départementale des CCS, donc de Mayotte, et puis de l'Union nationale des CCS, où Ulrika Barrage est la première vice-présidente, c'est 1,9 million d'euros qui ont été mis à contribution des CCS à Mayotte pour professionnaliser, pour faire en sorte de structurer les aides et identifier les personnes en difficulté. C'est-à-dire que quand même, Mayotte se transforme. Mayotte, pendant des années, aussi contribue aussi à son essor. Je pense qu'aujourd'hui, même nous, ici, depuis La Réunion, même par rapport à ce qui se passe à Mayotte, on doit les accompagner, mais les Mahorais savent faire également. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut accompagner, mais les Mahorais savent faire. Et je pense que là, dans mon intervention que je fais là ce soir, c'est que oui, effectivement, oui, comme vous dites, oui, les gens n'ont pas voulu peut-être aller dans les centres d'hébergement, ou pour quelques raisons. Mais malgré tout, c'est vrai que la culture du cyclone à La Réunion et du danger cyclonique, il n'est pas le même. C'est-à-dire que quand est-ce qu'un cyclone passe sur Mayotte? Vous l'avez dit, monsieur, tout à l'heure, la trajectoire est assez exceptionnelle et assez rare. Nous, même s'il passe un peu à côté ou un peu en haut, je suis adjoint aussi de quartier à Saint-Denis, brûlé par exemple, j'ai 60 personnes dans un centre d'hébergement, même s'il commence à pleuvoir un peu, et si on a un cyclone. Mais c'est vrai que c'est une culture, mais c'est pas pour brimer, c'est pas pour dire. Voilà. Monsieur, je n'en doute pas du montant que vous venez d'avancer. Ça se voit dans les maisons des responsables de ces CCAS et leur boulot. Mais en tout cas, les bénéficiaires eux-mêmes, je peux vous assurer, vous faites le tour des villages de Mayotte, vous n'aurez pas de centre où les gens pourraient se réfugier. Les écoles sont délabrées. Il y a pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu 1 million ou 1 milliard, mais en tout cas, c'est pas parti chez l'habitant, ni chez le particulier, ni chez
En tout cas, on le voit là aussi parce qu'on voit leur maison monter d'étage chaque année. Et ça, il n'y a pas de contrôle là-dessus et c'est dommage. Alors Nicolas Puluen, je reviens vers vous parce que vous étiez sur place, vous avez été donc dans cette chambre d'hôtel. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vécu de traumatisant, il faut le préciser aussi? Alors en fait, comme tout le monde, on s'est préparé quand même au cyclone la veille. Moi, je vous avouerai que j'étais réveillé très tôt, puisque à 2 h du matin, j'étais réveillé un peu avec une certaine anxiété de savoir ce qui allait se passer. Et effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, à 7 h du matin, les vents ont commencé à souffler. Et à ce moment-là, moi, j'avais encore les rideaux ouverts. On n'avait pas de volets dans les chambres. J'avais les rideaux ouverts, donc je pouvais voir ce qui se passait. Je voyais les plans s'arracher, etc. Je voyais comme la fenêtre qui commençait à bouger. Les murs commençaient également à gonfler. Et puis j'étais quand même dans une chambre qui était collée à une grande baie vitrée qui a littéralement explosé. Et j'ai entendu la baie vitrée tomber et j'ai entendu tout le matériel qui était stocké derrière venir partir en toupie. Et j'ai réussi à ouvrir la porte pour voir que tout s'envolait dans le hall, que c'était un carnage. Et tout arrivait vers ma chambre, donc j'ai fermé la porte et j'ai essayé de la réouvrir. Je pouvais plus, la porte était condamnée. Je me suis retourné et c'est ma fenêtre qui a lâché, qui a explosé, enfin qui n'a pas explosé mais qui s'est décollé en fait du mur et qui est tombé et donc là ça a duré 3 heures, quasiment 2 h 30, 3 heures d'enfer, vraiment à attendre, savoir ce qui allait se passer et voir des tôles partir, se décrocher de partout, entendre des bruits, mais voilà, c'est indescriptible. Voilà. On a rétabli la connexion avec Mayotte et Mamoudzou, où nous allons tout de suite rejoindre Misbahoudine Bakar, notre correspondant sur place. Bonsoir Misbahoudine, merci d'être avec nous ce soir. Donc Emmanuel Macron est arrivé, je disais, ce matin à Mayotte. Il a rencontré des élus, il s'est aussi rendu compte de l'ampleur des dégâts. A-t-il vraiment pris conscience de l'ampleur et surtout de ces paysages apocalyptiques? Alors, il faut dire que dès son arrivée, même s'il a été hué lors de son passage en Petite Terre, le président de la République, lors d'une reconnaissance aérienne, a pu justement mesurer l'ampleur des dégâts. C'est pour cela qu'il poursuit sa visite demain, puisqu'il devrait partir ce soir. Et en ce moment même, il est toujours au conseil départemental avec les élus pour une réunion de crise. Les élus de tous bords, là, ils sont en train de s'entretenir. Mais il faut dire que la population est sceptique parce que ils ont vu des anciennes promesses qui n'ont pas été tenues. Et le cyclone Chido a fait tellement de dégâts que la population reste incrédule. Spécial, j'aimerais vous faire réagir, François, Hermé, avec ce qu'on vient d'entendre. Vous avez publié une tribune aujourd'hui dans le journal Le Monde. Selon vous, ce bilan humain et matériel, il a été amplifié par une réalité sociale qui était déjà dégradée. Expliquez-nous. Le cyclone, en fait, il y a déjà un cyclone social à Mayotte depuis de nombreuses années. On dit toujours que Mayotte est le territoire le plus pauvre de France. C'est même le territoire le plus pauvre d'Europe. On a un taux de pauvreté de 77%. Votre journaliste parlait tout à l'heure de polarisation. Enfin, le fait qu'il y ait du haut et du bas. Du haut et du bas. Parce que le taux de pauvreté de 77%, c'est quand on compte toute la population. Si on compte uniquement les étrangers, le taux de pauvreté, il est de 94%. 94%. D'accord ? Le revenu à Mayotte, le revenu médian, c'est tout simplement le niveau qui sépare le revenu de 50% de chaque population. Donc il est de 260 € à Mayotte. Il est environ de 1700 € en France hexagonale. Donc juste ça vous donne une idée du côté, effectivement, où la population est complètement démunie à Mayotte. Mayotte est le territoire le plus pauvre de France. Et Mayotte, quand vous regardez les chiffres, les prestations sociales reçues à Mayotte par habitant 11 fois inférieures à ce qui se fait en hexagone. Le témoignage de monsieur était également intéressant, puisque monsieur était dans une chambre d'hôtel, effectivement, donc un bâtiment en dur. Ouais. Censé être en sécurité. Et donc, on n'imagine même pas ce qu'aurait pu être effectivement la situation des populations de 40%. Il y a 40% des habitations à Mayotte qui sont en tôle. 40% en tôle. Donc si une habitation en dur et s'envole de cette façon, on n'ose même pas imaginer ce qui se passe sur une population en tôle. Mais globalement, il n'y a pas de surprise, malheureusement, il n'y a pas de surprise. Tout était réuni pour que ce cyclone cause autant de dégâts. Et maintenant que c'est arrivé, ce qui serait quand même bien, c'est qu'on assume
tous et qu'on soit capable de dire combien il y a de victimes et ce qui se passe aujourd'hui. Parce que de rajouter à ce drame un mensonge en annonçant 31 morts, je trouve ça, moi qui en reviens, c'est absolument choquant. Un bilan qui reste provisoire, hein, mais le préfet a dit, hein, effectivement, il prévient, on parlerait de centaines, voire de milliers de victimes. Je vous propose à présent d'attirer votre attention sur une phrase, celle justement du ministre démissionnaire des Outre-mer, François-Noël Buffet, qu'il a prononcée lors de notre matinale. Les personnes qui sont à Mayotte et qui souhaitent revenir à La Réunion sont prises en charge et on facilitera les retours. On le sait, de nombreux fonctionnaires et notamment des professeurs des écoles souhaitent être rapatriés à La Réunion de manière temporaire ou encore définitive vers l'Hexagone. Avant d'en parler autour de la table, je vous propose de regarder cette vidéo d'une célèbre influenceuse, juriste et journaliste. Il s'agit de Sally. Elle s'est emparée du sujet. On l'écoute. Il y a des vidéos qui sont en train de sortir où on voit que les Mahorais, on leur dit que pour être évacués, il faut qu'ils soient malades, qu'ils soient en état grave, alors que pour certains Français de métropole, là, il n'y a pas de problème. Alors je vous propose de réagir à cette polémique, on peut le dire. Amina, vous avez été reçue par la préfecture hier en ce qui concerne le rapatriement aussi. Il y a des Mahorais qui souhaiteraient venir à La Réunion et puis ceux qui sont ici qui aimeraient partir aussi aider. Qu'est-ce qu'il en est, cette réunion qui a eu lieu hier soir en préfecture? Déjà, j'aimerais réagir sur vous pouvez, bien sûr. le sujet. C'est pas un sentiment, c'est une réalité. Les gens sont sur le terrain, notamment en Petite Terre. Moi, j'ai eu mes collègues du collectif qui m'appellent, qui me disent ils ont fermé Dzaoudi parce que ils rapatrient tous les familles des fonctionnaires du côté là où il y a la préfecture. Personne n'a le droit de passer parce qu'ils les font partir. Et les autres, là, le reportage dit les Mzungu, mais non, on a plusieurs réunionnais qui nous contactent, nous, dans notre collectif, qui sont là-bas livrés à eux-mêmes. Et pourtant, ils ont la peau blanche. Et ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus de famille chez qui se réfugier. Leurs familles sont en détresse ici. Eux ne peuvent pas partir. On a plusieurs Maoris qui sont âgés, qui sont seuls. Leurs enfants sont ici, travaillent. Ils ne peuvent pas les récupérer. Mais on oublie que tous les Maoris sont obligés, la plupart du temps, de venir à La Réunion pour des soins, pour tout. Et on a des personnes qui sont arrivées dans les hôpitaux et qui sont choqués parce qu'ils ont laissé des familles derrière ou leur maison tout seuls et ils n'ont pas de nouvelles, ils voudraient rentrer. Nous, on a fait cette demande-là à la préfecture. Il faut absolument évacuer nos familles qui veulent rentrer pour se rassurer à défaut d'avoir des liaisons, pour s'occuper de leur famille. On a plein de jeunes Maoris ici, volontaires, qui veulent aller aider leur famille à défaut de voir les autorités bouger. Ça fait quand même 5 à 6 jours depuis le cyclone et on a des villages qui n'ont vu personne passer les voir. On est en train de faire toute une campagne médiatique en ville à Mamoudzou. J'ai vu le président, j'ai vu, c'est à Mamoudzou. C'est tout à Mamoudzou, alors qu'on a 17 communes à Mayotte. Les gens boivent l'eau des rivières alors qu'il y a des cadavres dedans. Les gens n'ont que ça pour survivre. Ça veut dire demain, ils vont tous tomber malades. Moi, ce matin, j'ai réussi à enfin avoir des nouvelles de mes nièces. Croyez-moi, je ne suis pas à Mayotte. Vous me voyez, ça fait... Je ne suis pas comme ça d'habitude. Ça fait 4 jours, j'ai du mal à dormir, à manger. Je ne sais même plus quelle heure il est. Vos nièces sont dans quelle ville, vos nièces? Ils sont au centre à Kombani. Et le pire, il y a le RSMA à Kombani. Ça veut dire qu'ils pourraient au moins déployer les militaires pour les venir en aide, au moins leur donner un groupe électrogène chargé, donner des nouvelles. Ma nièce me disait quand notre maison s'est effondrée, on était dedans. Ça veut dire toute ma famille aurait pu mourir ensemble avec leurs enfants. Ils se sont réfugiés dans une cuisine, les tôles tombaient sur eux, c'est une maison en dur. Et les chevaux. Et maintenant, ils ne peuvent pas réparer. Pourquoi? Parce qu'il y a les clandestins qui passent, récupérer les tôles des maisons en dur pour aller reconstruire. Les autorités regardent, ne réagissent pas. David Belda, allez-y, vous voulez réagir? On est échangé avec Saïd Salim, qui est le président de l'Union départementale des CCS de Mayotte. On l'a eu lundi, on a eu à plusieurs reprises, même pendant la crise du logement à Mayotte, avant même le cyclone, elle était là, il n'y a pas de souci. C'est pas ça que je veux dire. C'est juste qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on envoie de l'aide à Mayotte, il faut que les secouristes soient autonomes en denrées, en hébergement, en eau, tout ce que vous voulez, pendant 7 jours, et ils partent et ils reviennent. Aujourd'hui, à Mayotte, on ne peut pas accueillir, c'est-à-dire, il n'y a plus de structure, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de structure, on va dire, proprement dite, pour accueillir les secouristes. C'est-à-dire, la question du logement, c'est quoi? Saïd Salim me disait,
à La Réunion, il y a des contacts qui disent les Algeco, les modulaires, vous savez, hein, Oui. pour faire des... On a vu ce matin un appel à projet national. Très bien. Pour envoyer les Pour Algeco renvoyer, mais à Mayotte. depuis où oui, voilà, Oui. depuis l'Europe ou bien depuis la France. Très bien, la France fait son rôle. Mais en urgence, pour déjà héberger les personnes qui viennent secourir, qui viennent accompagner, qui vont monter des hôpitaux de campagne, qui vont venir aussi accompagner le Maori de leur quotidien. Mais il n'y a pas de logement, même intermédiaire. Donc pourquoi on ne fait pas ça depuis La Réunion? Alors on n'envoie que de l'eau, nous. Du riz, Des denrées etc. aussi Il alimentaires, faut. bien évidemment, Mais il en je faut. ne dis pas qu'il ne faut pas, madame. Oui. Il faut. Mais à un moment donné, si vous n'avez pas de structure d'accueil de ces personnes pour pouvoir les accueillir, ces secouristes, comment on fait? La question se pose en tous les cas. Bien sûr. En tous les cas. Allez-y, Moi, ce qui Amina. m'étonne, c'est que déjà, ils ont du mal à gérer la crise sur place. On leur demande de mettre le bateau marine pour stopper l'immigration parce que les gens voient qu'il n'y a pas de contrôle et ils s'en fichent de détresse qui est à Mayotte, du drame qui est à Mayotte. Ils affluent parce que c'est des personnes qui veulent partir de chez eux. On demande, et même ça, c'est refusé. Non mais vous vous rendez compte, pendant qu'on essaye de gérer une crise qu'on n'arrive pas, on laisse rentrer encore d'autres personnes en masse en plus. Chaque jour, on a des signalements de quoi ça qui débarque. Même ça, ils ne peuvent pas le faire. Moi, je peux préciser aussi que si je suis rentré hier évacué par les militaires, c'est parce qu'on a été viré de l'hôtel qui a été réquisitionné. C'est-à-dire Pour les officiels d'Emmanuel Macron, il faut préciser. Exactement, Oui. exactement. Donc nous, évidemment qu'on était bien contents de rentrer, de retrouver nos familles. Vous avez dû négocier aussi pour votre Bien retour, sûr. c'est ça? Ah bah évidemment, parce On que nous vous on laisse a la chambre pour nous- les laisser Ah bah aux nous on a officiels déblayé, d'Emmanuel les Macron. clients ont déblayé entièrement l'hôtel, on a déblayé entièrement l'hôtel et après on nous dit ça va être réquisitionné, vous allez devoir partir. Et ben voilà, on a négocié le fait de pouvoir partir, mais est-ce qu'on n'a pas pris la place de gens qui auraient été plus à leur place dans l'avion que nous, je sais pas. Donc Je vous propose d'accueillir Yves Gauvin qui nous a rejoint en plateau. Bonsoir, Monsieur Gauvin. Alors vous êtes le directeur général de SFR Réunion et Mayotte. Quel est le constat sur place pour votre société? Assez désastreux en fait pour l'ensemble des opérateurs, mais effectivement l'ensemble de nos infrastructures a été détruit, enfin pratiquement très abîmé. On en parlait tout à l'heure sur les maisons et moi j'ai été vraiment surpris de voir à quel point nos pylônes ont pu être fracturés, nos antennes ont pu être fracturées. Les images sont assez impressionnantes et donc maintenant il faut reconstruire. Alors comment reconstruire justement? Quelles sont les priorités puisqu'il n'y a plus rien sur l'archipel? Alors d'abord on a besoin d'énergie, c'est la priorité absolue pour pouvoir reconstruire du réseau. Il y a des renforts d'EDF Réunion qui sont sur place déjà. Exactement, donc ça c'est très important et c'est pour ça aussi que finalement le réseau est en train de suivre, le réseau téléphone est en train de suivre la reconstruction EDM. Alors on a encore beaucoup d'instabilité dans le courant et par exemple hier on avait à peu près 16 antennes, ce soir on en a 11 puisqu'il y a de nouveau des sites qui ont été coupés, mais globalement aujourd'hui on arrive à joindre 50% de la population. Mais ce 50% de la population, il est essentiellement sur Mamoudzou et sur Petite Terre, un tout petit peu dans le nord, mais pour l'instant donc on a l'est, le nord, l'ouest pas du tout, le sud pas du tout, et il va falloir encore beaucoup de temps avant d'aller chercher ces zones. Il y a aussi un problème pour vos collaborateurs sur place au niveau sécuritaire mais aussi alimentaire? Oui, exactement. Alors évidemment, comme tout le monde qui a du monde sur place, des familles ou moi des collaborateurs, la première étape a été de retrouver tout le monde. C'est pas encore le cas. On a encore un collaborateur qui manque à l'appel. Je pense que on s'en sort mieux que beaucoup d'autres dans cette partie-là. Malheureusement, ça reste compliqué. Et puis après, on parlait pour la reconstruction, on a aussi besoin d'avoir des collaborateurs qui sont en sécurité, qui dorment quelque part et qui ont à manger. Et aujourd'hui, j'ai des appels au secours de mes collaborateurs qui me disent « Yves, on part sur le terrain, mais on n'a pas d'eau aujourd'hui. Comment on va faire ?» Donc voilà, on en est là sur cette partie reconstruction. Il y a 23 tonnes d'eau qui ont été acheminées aujourd'hui depuis La Réunion, avec une rotation par jour, notamment pour acheminer de l'eau. David Belda, j'aimerais vous faire réagir aussi aux dons, à la collecte, l'acheminement, le problème. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui coince? Alors, il y a plusieurs étapes. Les Réunionnais sont solidaires de Mayotte, on le voit, les associations nous appellent, tout le monde, bien sûr, du riz, de l'eau, etc. On dit, la préfecture et l'État dit aux collectivités et aux CCS, mettez sur des palettes, empaquetez, mettez ça comme il faut, emmenez jusqu'à Gilo et après, ou bien au port maritime, et après on transporte nous. Mais vous comprenez qu'une commune n'a pas ces capacités-là.
ni la technicité, le En termes de logiciel pour le logistique, faire. c'est très compliqué, impossible même. C'est impossible. Deuxième chose, quand ça arrive à Mayotte, mon collègue de l'unité départementale CS me dit quoi? Les familles, il n'y a plus de CCS. Les communes sont à terre. Les personnes sont en train de reconstruire leur maison, essayer de penser leur plaie. Mais qui va distribuer ces dons? Quand ça arrive, l'organisation aussi de la distribution des dons qui vont arriver à Mayotte. C'est-à-dire, à un moment donné, s'il n'y a pas d'électricité, on n'aura pas de frais, donc c'est que du sec. Il n'y a pas de problème. Ouais. Mais quand on envoie du sec en même temps, il faut de l'eau. Donc il faut de l'eau, mais il faut que ça arrive. Mais qui le fait après? Moi, je suis très inquiet un peu. Hein, vous avez alerté les autorités déjà? Vous avez alerté. Ils ont fait un communiqué en citant les CCS au niveau de l'État en disant c'était au CCS d'organiser, de gérer. Il n'y a pas de problème. Nous sommes une gare d'aiguillage, d'orientation, et nous sommes un peu le premier captage des personnes qui nous appellent. Mais on ne peut pas gérer une logistique, une technicité de pouvoir envoyer des dons à Mayotte. Dites-nous là, l'État, mettez une plateforme en place. Nous, on dit aux associations, au niveau de l'UD, on peut s'organiser. Donc on envoie sur des numéros verts ou des plateformes, les gens donnent des dons, et c'est pas à nous de le faire. Mais je ne comprends pas, on perd du temps. Salim me disait, 3 jours, c'est beaucoup trop déjà. Depuis samedi, 4 jours, c'est beaucoup trop. C'est-à-dire, chaque jour qui passe, les enfants, c'est encore plus. Et je sais, effectivement, madame, vous le disiez tout à l'heure, les morts sous l'étole. La crise sanitaire qui va arriver derrière. Au CHM de Mayotte. Djumounier, Pamanzi, que je connais à plusieurs reprises dans mes fonctions aussi syndicales au niveau de l'hôpital. Mais vous vous rendez compte que déjà, il y a une queue énorme tous les jours devant ces hôpitaux. Parce que Mayotte, il y a une question de crise, etc. Mais vous vous rendez compte aujourd'hui comment on va faire? La moitié de l'hôpital est détruite. On se pose aussi la question des constructions à Mayotte. Comment on peut construire des bâtiments aujourd'hui, publics, un coup de vent, un cyclone, et puis le toit de la réanimation de la salle de réveil d'un hôpital parte. Vous anticipez un peu la reconstruction, mais justement la transition est toute faite assez rapidement avec le docteur Domer quand même qui est avec nous. On parle justement de ce CHM qui est totalement dévasté. On parle là aujourd'hui véritablement d'une médecine de guerre. La situation de Mayotte est celle de la guerre. Monsieur, vous évoquez des problèmes qui sont des problèmes de logistique auxquels nous ne pouvons pas répondre parce que c'est le temps de l'armée, parce que c'est le temps de spécialistes de catastrophes. Nous, on a des volontaires, on a des gens pour partir, on a des problèmes pour les mettre sur la réserve sanitaire. Les médecins se sont mobilisés. Comme vous, je reçois énormément de médecins qui habitent la métropole, qui habitent ailleurs, qui ont fait des stages à Mayotte, qui sont mahorais, qui ont de la famille sur place et qui veulent revenir et qui veulent agir. Mais malheureusement, on ne peut pas les loger, on ne peut pas les transporter et on n'a pas la possibilité. Donc actuellement, je pense qu'on est dans un temps qui est un temps un petit peu de guerre. Effectivement, l'hôpital de Mayotte a subi des dégâts extrêmement importants. Les gens y sont et y travaillent. Les Mahorais médecins qui sont là-bas ne sont pas ou peu relevés. C'est très compliqué, tout est très compliqué. Alors ça se relève, ça se met en marche, mais on a besoin d'un aéroport. Et vous parlez, je vais juste dire un mot sur l'eau. L'eau, c'est essentiel. Alors là, l'eau, c'est essentiel parce que s'il n'y a pas d'eau, les gens ne vont pas tenir. On va avoir des problèmes des gens vont boire des eaux qui sont pas bonnes, etc. Et là, on va partir dans un cycle d'épidémie absolument terrible parce que les gens seront à la fois fragilisés et à la fois n'auront pas de point d'eau viable. Donc l'eau, effectivement, c'est une urgence absolue. Et on ne parle pas que de la population locale. Moi, dans l'hôtel où j'étais, non mais on est d'accord, mais dans l'hôtel où j'étais, j'ai vu des Mzungu, comme on dit, qui arrivaient à l'hôtel. J'ai vu un couple arriver en disant on n'a plus rien à boire, quoi. Donc on leur a filé de l'eau, on leur a filé du pain, des pommes. La chance encore de leur donner de l'eau et effectivement des aliments à l'hôtel, parce qu'il y en a qui effectivement qui n'ont vraiment strictement rien. Ceux qui sont dans les zones isolées, c'est ce qu'on disait. Peut-être un petit mot sur l'hôtel de l'hôpital de campagne qui va être installé à partir de demain. C'est une annonce d'Emmanuel Macron. En quoi ça va consister concrètement cet hôpital de campagne? Pas d'informations là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que l'hôpital de Mamoudzou est en très grande difficulté, y compris son bâtiment, puisqu'il y a des incertitudes structurelles et qu'il y a des besoins effectivement de pouvoir mieux recevoir. Il faut savoir que les gens ont été blessés, c'est de l'orthopédie, il y a des infections, il va y avoir des abcès, il va y avoir des choses, donc il va y avoir énormément de choses. Il n'y a pas eu énormément d'urgence vitale, parce que malheureusement, je crois que beaucoup de gens ont peut-être été tués radicalement. Hein. Je ne sais pas, je n'ai pas de chiffres, et les chiffres que j'ai ne correspondent pas à ce que l'on pourrait pressentir. Donc je ne sais pas, mais effectivement, il y a besoin de mettre un hôpital à côté, parce qu'il y a besoin d'assurer des soins et la continuité des soins, et puis il va y avoir besoin de préparer les gens pour les ponts sanitaires aussi, qui vont se faire vers la Réunion et la métropole. Alors quels sont les risques sanitaires pour les personnes, pour les survivants aujourd'hui à Mayotte? Il faut installer l'eau.
Il faut essayer de faire en sorte que l'eau, des points d'eau qui soient régulièrement approvisionnés, qui soient propres, qui soient surveillés. Il faut qu'il y ait de l'eau en bouteille, il faut qu'il y ait de l'eau distribuée. Il va falloir surveiller. Il faut éviter toutes les conditions d'hygiène avec le péril fécal. Et puis après, les épidémies qu'il peut y avoir, c'est les gastroentérites. Ça peut être les risques liés aux moustiques et tout ce qui vient avec. Ça peut être la rougeole. Ça peut être on est également en pleine saison des pluies, il y a la mousson aussi, le phénomène de mousson aussi qui concerne Mayotte, donc on parle de ces risques sanitaires. Allez-y. Si vous me permettez, je voulais intervenir sur quand même une question qui va arriver très vite. Également la question d'épidémie, bien sûr, elle est fondamentale. Ça m'attriste aussi de voir des entreprises et des gens comme ça où on n'a pas des nouvelles. C'est incroyable, quoi. C'est-à-dire on va travailler loin de chez soi ou on va faire une mission, on ne sait pas. L'éducation, l'école. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui habitent et qui vivent là, dans des écoles. La rentrée scolaire de Mayotte, comment elle va se faire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra aussi reloger des personnes et faire en sorte que les enfants repartent à l'école. Je parle d'école, c'est pas juste l'école, c'est-à-dire que c'est aussi sécuriser le parcours du marmaille maoré. On va laisser réagir Amina assez rapidement. Je voudrais parler de ces médecins à qui on parle. Oui. On a la chance d'avoir une liaison avec les médecins, justement les personnels soignants qui est à Mamoudzou, sur les réseaux et par contact. Ces personnes-là ne peuvent plus soigner personne. Ils sont à bout physiquement et moralement, ils ne sont plus debout. Ils n'ont plus de nouvelles de leur famille, eux non plus. Leurs familles habitent toutes dans les hauts. Ils sont inquiets, leurs enfants mineurs, leur maison, ils ne savent même pas ce qui se passe dans leur village. Ils sont stressés. Comment dans ces conditions on peut soigner quelqu'un quand soi-même on est à bout? Eux-mêmes, ils n'ont pas à manger. Et les files d'attente sont là pour les attendre. Et là, on dit les renforts, mais ils arrivent quand? Les gens sont en train de mourir, même les soignants. Ben justement, on va rejoindre notre correspondant en direct de Mamoudzou. On va retrouver Misbaoudine Bakar. Misbaoudine, on parle justement de la solidarité, des renforts, des denrées alimentaires, de l'eau qui arrive. On peut le dire, au compte-gouttes. Hier, c'est du côté de Pamandzi. Vous êtes avec justement un conseiller départemental, M. Zaïdani, Misbaoudine. Oui, tout à fait, Gaël. Alors, les distributions ont commencé hier un petit peu du côté de Petite Terre avec la communauté des communes. Et aujourd'hui, tout au long de la journée, c'était du côté de la Grande Terre. Compliqué la liaison avec Mayotte, effectivement, vous le constatez. Misbaoudine est revenue apparemment. On est de retour en direct avec Misbaoudine. Misbaoudine, c'est à vous. Oui, voilà, tout à fait. Donc, je suis avec Daniel Zaïdani, l'ancien président du conseil général et président du conseil départemental et conseiller départemental de Pamandzi. Alors, monsieur Zaïdani, vous avez assisté à la réunion de crise avec le président Macron. Qu'est-ce que vous avez retenu? Déjà, le fait que le président, et je l'en remercie d'être venu sur le territoire mahorais, démontre qu'il a compris la gravité de la situation dans laquelle nous vivons. Mayotte est détruit. Il ne faut pas faire semblant. À 90%, nos habitations sont détruites chez les particuliers. À 90%, les services publics sont détruits. Hôpital, école, etc. Les entreprises mahorais sont détruites. L'agriculture, c'est à 100%. On n'a plus de forêt, plus rien. Le monde agricole est sinistré au moins pendant 5 ans si on veut avoir des nouvelles exploitations. Nos filières comme la vanille, l'ilang, il n'existe plus rien. Mayotte est détruit, nous sommes à genoux, nous sommes par terre. Moi-même, j'ai perdu pas mal de choses. Aujourd'hui, je dors à la belle étoile. Mes enfants également. Qu'on ait un toit ou qu'on l'ait pas, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau. Le président de la République est venu nous apporter un début de réponse. Nous lui avons fait comprendre que ces réponses doivent aller plus loin, doivent être plus rapides et doivent être plus forts. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'avenir. Nous n'avons pas d'avenir. Nos enfants, leur scolarité est réduite à néant. Sur les 20% d'écoles qui nous restent, ces écoles aujourd'hui servent de lieu d'hébergement. Je ne veux pas être celui qui doit dire choisissons l'un par rapport à l'autre, mais l'éducation de nos enfants, c'est l'avenir de Mayotte, est fondamental. Nous avons des élèves en terminale, d'autres qui doivent aller en 6e, etc. Quid? Sur 7000 profs, 4000 sont expatriés, qui se retrouvent pour la plupart sans logement et qui ont déjà demandé leur retour en France hexagonale. Donc très clairement, nous
nous sommes extrêmement fragilisés. Un pont aérien est nécessaire, certes pour les expats, mais également pour les familles mahoraises. Également pour les Mahoraises et les Mahorais. Parce que, encore une fois, nous sommes ancrés sur l'île de la Réunion, nous sommes ancrés en France continentale, donc nous avons besoin... Je vous propose de retrouver en direct Patrick Coulombel, cofondateur des architectes de l'urgence. Bonsoir Monsieur Coulombel, merci d'être avec nous. Première question, quand vous voyez l'ampleur des dégâts, vous êtes sur place, vous suivez Mayotte de près en termes de construction. Pour vous, il ne faut pas reproduire ce qui est fait depuis des années. C'est votre constat aujourd'hui? C'est même un peu plus que ça, c'est-à-dire que globalement, vous avez des populations qui sont habituées à vivre dans des solutions de précarité qui sont des précarités importantes. Hein. Et le seul moyen pour trouver une solution pour eux qui soit définitive, il va falloir d'abord identifier le foncier, donc savoir des terrains, les attribuer éventuellement, ou que des bailleurs sociaux s'emploient à traiter ces terrains, et puis dessus faire de la construction en dur et définitive. L'État s'est avancé là-dessus à de nombreuses reprises, et encore dernièrement, il y a un projet qui est le projet Totem qui a été lancé, qui est à mon avis pas tout à fait adapté dans la mesure où on est en train de partir avec ce projet à des constructions qui sont beaucoup trop complexes d'une part, et puis qui vont coûter très cher, dans la mesure où on est une mécanique qui est celle de la mécanique que l'on met en place en Europe, et d'une manière générale même aussi à La Réunion, mais c'est pas tout à fait, à mon avis, adapté au territoire de Mayotte. Il faudrait faire plutôt des habitats qui soient construits avec les gens, et travailler plus simplement, avec des choses un peu plus rustiques, et peut-être comme ça, on va pouvoir arriver à faire des opérations de construction d'ensemble relativement importantes et à des coûts qui soient bien inférieurs, tout en relançant l'économie, tout en faisant travailler les gens, mais dans un système de référence qui est un petit peu différent. Alors comment reconstruire, on peut le dire, intelligemment du côté de Mayotte, à court terme et à long terme? Alors, moi, ce que j'ai déjà proposé, mais j'avais déjà proposé aux autorités françaises, qu'ils n'ont pas du tout accepté ça, parce que ça demande déjà de se soustraire à tout ce qui est réglementation, en termes notamment, je ne parle pas des permis de construire, ça pose pas de problème, mais en termes de réglementation technique. Par exemple, quand on fait des maisons, il y a un certain nombre de standards que l'on doit avoir. Je crois que ces standards, il y a un moment, il faut s'en soustraire, notamment par rapport à toutes ces normalisations, pour faire quelque chose qui soit plus rustique, mais qui puisse faire qu'on loge les gens et qu'on les loge de manière définitive dans des maisons qu'ils peuvent construire par eux-mêmes. Donc ça, on peut les aider, parce que c'est des projets qui s'encadrent, donc on forme des gens, on utilise des matériaux qui peuvent être locaux. En l'occurrence, il y a des filières de briques de terre compressées qui existent, donc autant l'utiliser. Essayer d'importer le moins de matériaux possible, de manière à augmenter au maximum la main-d'œuvre locale et faire travailler les gens en local, plutôt que d'importer au maximum de choses, et surtout pas du préfabriqué, parce que ça, en termes de bilan carbone, c'est une catastrophe. Et en termes de survie à terme pour l'habitat en lui-même, c'est aussi une catastrophe parce que ça finit forcément en bidonville. Merci beaucoup, Monsieur Coulombel, d'avoir réagi sur notre plateau à cette situation du côté de Mayotte. Je rappelle que vous êtes le cofondateur des architectes de l'urgence, c'était du côté de Paris. Merci à vous. David Belda, vous étiez très attentif justement à ce que disait Monsieur Coulombel, justement reconstruire avec des matériaux au niveau local, mais aussi avec la population aussi, qu'elle puisse aussi s'investir dans cette reconstruction. Non, c'est très intéressant, hein. Monsieur est un expert en la matière. Effectivement, il a des propositions à faire, Haïti, etc. Je rappelle juste que Mayotte est un département français, hein, qui est la 6e puissance économique au monde. Ok, hein? À un moment donné, c'est une chose, il faut dire les choses, hein. Donc après qu'on se dise le logement d'urgence intermédiaire, parce que après Chido, ça va pas être dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an que Mayotte va se relever sur le logement. Effectivement, il faut des logements d'urgence. Monsieur dit bien aussi qu'il faut le faire. Mais derrière, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est des entrepreneurs, des appels à projets, c'est reconstruire Mayotte avec des entreprises mahoraises et reconstruire Mayotte comme un vrai département français. Je suis désolé de le dire ce soir sur votre plateau, Mayotte n'est pas Haïti. Amina Djoumo, ça vous fait réagir. Mayotte n'est pas Haïti. Moi, je suis inquiète quand j'entends tout le monde parler. On oublie qu'on est encore en saison cyclonique et que Mayotte n'a pas le temps
d'atteindre. Mayotte fait la superficie d'une ville métropolitaine. Ça veut dire la France, si elle veut, elle peut relever Mayotte dans 1 mois, 3 mois en y mettant les moyens humains et financiers. Moi, j'ai déjà vu des cyclones ici et des visites présidentielles, ministérielles. Je les ai vues en boîte sur le terrain. Et là, aujourd'hui, j'ai vu le président à Mayotte. Je l'ai vu à l'abri et tout, pendant que le reste de ma population est en train de mourir. Moi, en tant que citoyenne, en tant que mahoraise, je ne peux pas entendre le mot « il faudra du temps ». Parce qu'on ne sait pas si demain, dans un mois, il y a un autre cyclone. En saison cyclonique, aussi, ce sont des pluies, il y a la mousson qui arrive, effectivement, on craint effectivement une grosse crise sanitaire. Je veux dire, les gens n'ont pas le temps. Je rappelle que ça fait 8 jours, les gens ne mangent pas, ne boivent pas, les gens subissent des pillages, les gens dorment dehors. Et tout ça, on nous dit du temps, j'attends le mot renfort. Attends, on n'est pas un pays tiers-monde qu'il faut aider, on est la France. On envoie 800 hommes. Il n'y a pas assez, c'est pour sécuriser les magasins et la population qui le sécurise. Moi, quand j'entends, on remercie le président d'être passé, d'être venu, mais j'hallucine. C'est comme s'il nous faisait une faveur. Moi, franchement, tout ce monde m'énerve aujourd'hui. Parce qu'on est en détresse et on me parle de président qui nous a fait l'honneur de venir. On va pas le remercier d'être venu. Chacun son tour, si vous ne vous entendez pas. Excusez-moi, mais ce que je veux dire aussi, pour rejoindre ce que vous dites, c'est qu'on n'est pas à Haïti et que le savoir-faire pour construire à Mayotte, on l'a. Moi, j'emploie 400 personnes tous les jours, dans la grande majorité dans le bâtiment. Notamment dans le secteur. On a le savoir-faire, on a un vrai savoir-faire, il y a des vrais compagnons, il y a des gens qui savent travailler. Et on n'est pas à Haïti, c'est des moyens. Il faut des moyens et pas une visite présidentielle qui va être juste une visite électorale. Aussi. On laisse reconstruire les bangas. On observe les personnes enterrer les morts partout sans déclaration parce que ça arrange. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir apporté plus de solutions que ça. Moi, depuis hier, aujourd'hui, depuis le matin, je recense les personnes ici qui sont en détresse totale. Les Mahorais sont en détresse totale. Avec ce qui s'est passé, on n'a pas de cellules psychologiques, alors que nos enfants, nos vieux sont en train de mourir. Nos vieux sont en train de mourir parce qu'ils ont eu peur. Et on nous a mis un numéro téléphonique de métropole qu'il faut appeler, sachant qu'on n'a pas de ligne téléphonique, sachant que nos mamies ne parlent pas forcément. Peut-être qu'on peut l'évoquer assez rapidement, docteur Domergue, justement ce traumatisme pour les populations. Ça génère énormément de stress et c'est un traumatisme qu'il faut absolument prendre en charge. Alors effectivement, vous avez raison, c'est les cellules téléphoniques, il n'y a pas de téléphone, mais c'est des choses qui vont être prises en charge. Il va y avoir des équipes, mais là aussi, il y a urgence et il faut y aller. Alors il y a des gens qu'on va rapatrier, qu'il faut rapatrier parce qu'ils sont en état de stress. C'est le problème des transports, c'est le problème de tout ça. Il y a des choses qui ont été faites. Je ne parle pas des gens qui sont à Mayotte, hein. Je vous parle des gens qui veulent aller chez eux, qui ne peuvent pas. Je suis d'accord avec vous. Après, moi, nous, on est aussi en contact avec l'ARS. On a quand même pu faire revenir les dialysés, ce qui est déjà une première chose. Il y a quand même des choses qui se passent. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Je suis d'accord avec vous, c'est totalement insuffisant. On m'a dit qu'il y en a qui sont à Saint-Pierre sans prise en charge. Il faut aller les voir. Donc, je veux bien qu'on rapatrie ici, mais après, si c'est pour les laisser comme ça... Aujourd'hui, nous, avec nos salariés de Proman, on va prendre des psychologues, en fait, pour mettre à disposition de nos salariés, pour les aider, pour les accompagner. Qui a mis une cellule psychologique pour les enfants mahorais dans les écoles ici, parce qu'on est tous en état de choc partout où on est. On n'a pas tout fait, hein. C'est une situation préexistante. Oui, on va en parler aussi. Déjà une situation on l'a dit aussi, François Hermé, dans la santé, à l'hôpital, dans les prises en charge. Parmi la santé des migrants, c'était juste chaotique. Donc voilà, c'est quelque chose. Le cyclone, malheureusement, rend les choses incroyablement difficiles. Révèle, effectivement. Alors François Hermé, justement, vous voulez il y a quand même une variable qu'on oublie quand on parle de reconstruction. Déjà, les échelles. Donc il y a à peu près 30 000 cases en tôle, donc certainement tout réduit. Mais ces cases en tôle sont occupées par qui? On parlait des bidonvilles? Les bidonvilles, oui. Les bidonvilles, on appelle ça cases en tôle à l'INSEE. Banga. Oui. C'est ça qu'on les appelle. On peut les appeler comme on veut, mais on peut les appeler comme on veut, mais les bidonvilles ne sont pas les bangas. Les bangas sont les petites maisons traditionnelles maorais. D'accord. Donc non, il ne faut pas confondre les mots. Les bidonvilles ne sont pas les bangas. On parle de bidonvilles alors. Globalement, on va parler d'habitats précaires. Oui. D'accord. Ces habitats précaires sont occupés pour la plupart d'entre eux par des personnes en situation irrégulière. D'accord. L'architecte effectivement demandait qu'il y ait collaboration avec la population. Mais cette population en situation irrégulière, elle a peur.
Si cette population n'est pas allée effectivement dans les centres d'hébergement, elle se cache. Elle a peur de l'expulsion. Comment voulez-vous faire collaborer une population qui est en situation irrégulière? C'est tout simplement impossible. C'est tout simplement ce qui se passe à Haïti, ce qui se passe ailleurs. Il y a une particularité à Mayotte. Les personnes qui ont plus de 18 ans à Mayotte sont majoritaires. Les étrangers sont majoritaires à Mayotte. D'accord? Il y a une structure de population particulière et ça, c'est une réalité. Et parmi cette population étrangère, toute la population n'est pas clandestine, mais une grande partie d'entre elles est clandestine. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de collaboration entre les autorités et cette population dès lors que cette population elle-même n'est pas en situation régulière sur le territoire. Donc cette construction dont on parle effectivement n'est pas possible. Alors, la présidente du MEDEF parlait, elle disait que ce ne sont pas que quelques millions qui vont réparer, on parle même de milliards. Depuis hier, l'état de calamité naturelle exceptionnelle a été déclaré donc pour l'archipel. Hein, c'est une première, c'est un dispositif qui n'a jamais été utilisé. Concrètement, comment ça va aider Mayotte? Est-ce que ça va réellement aider Mayotte, François Hermé? Bien, on ne peut pas dire que ça n'a pas aidé. D'accord? Il y a effectivement tout à reconstruire. Il y a les piliers du développement. Hein, le médecin est à côté de moi. Monsieur Belda a parlé d'éducation. Les piliers du développement, effectivement, c'est la santé, l'éducation. Donc il y a besoin effectivement de reconstruire énormément les écoles. On est en vacances, d'accord? La rentrée, elle arrive bientôt. L'effectif à Mayotte des lycéens, des étudiants augmente de façon exponentielle. C'est-à-dire qu'en 17 ans, je regardais les chiffres, on a augmenté de plus de 60% l'effectif des étudiants. J'avais les chiffres 70 000 en 2007, à la rentrée 2024, on est à 117 000. D'accord? Et ça va continuer puisqu'il y a une croissance démographique. Donc vous voyez, on aura toujours un train de retard de toute façon. Donc il est effectivement important qu'il y ait tous ces transferts pour reconstruire, mais en réalité, ce dont Mayotte a besoin, c'est une construction sociale. Il n'y a pas de croissance démographique, mais il y a des arrivées chaque jour. Ça veut dire les écoles se gonflent chaque jour. La croissance démographique, elle est liée à la migration, madame. La croissance démographique, il y a effectivement le facteur migratoire. Pourquoi on laisse toute cette immigration gonfler et des lieux où il n'y a déjà pas moyen de vivre pour les gens sur place? Je vous interromps parce qu'on a Monsieur Colombel qui est resté avec nous en fait. Il vous a écouté, Monsieur Hermé, par rapport à cette collaboration qu'il faut avoir avec les migrants qui sont sur place. Monsieur Colombel, on vous écoute. Oui, je suis assez d'accord avec tout ce qui est dit et effectivement, c'est pas Haïti, Mayotte, mais c'est des problématiques qui sont similaires. David Belda, vous voulez réagir? Oui, bien sûr, après les propos, on est dans un débat. Oui. Mayotte était en construction. Chido a fait que quoi? A fait que révéler que c'était pas construit parce que problème de l'eau, problème d'immigration, problème de santé, de sécurité, etc. Vous l'avez rappelé, l'INSEE a fait comment pour recenser la population de Mayotte? Moi, j'étais monté la vigie avec les CCS, avec l'Union nationale et départementale. Il n'y a pas d'adressage. Donc les gens, vous ne pouvez pas apporter une aide à la hauteur. C'est-à-dire que l'État fonctionne comment? Sur un constat, un bilan, vous demandez des fonds en fonction de vos besoins. Mais quand vous ne pouvez pas donner vos besoins, le constat, parce que les gens ne sont pas recensés, on est parti sur un chiffre à un moment donné par rapport au tonnage de riz, Madame Mallet. Pour connaître quelle était la population à peu près exacte, monsieur, dites-moi si je dis des bêtises. Voilà, c'est ça la situation. Donc Mayotte était en construction, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Chido a fait que tout était déconstruit. C'est-à-dire, au démarrage même de Mayotte en tant que département français, se perd aujourd'hui avec Chido. Donc là, il faut vraiment reprendre à zéro. Et je suis désolé de répéter, l'État a toute sa part là-dedans. Voilà. Yves Gauvin, vous voulez réagir à cette reconstruction ou construction de Mayotte? Oui, parce que en fait, moi personnellement, je ne suis pas sûr que d'appliquer les méthodes qu'on applique à La Réunion ou en métropole à Mayotte, ça va nous permettre de reconstruire rapidement. C'est pour ça que je suis assez d'accord avec Monsieur Colombel. En fait, nous, sur la partie réseau, qui est devenue maintenant un indispensable pour reconstruire la santé, pour reconstruire l'école, toute cette partie-là, maintenant, notre vie est basée sur le digital et on va devoir utiliser des méthodes qui ne sont pas celles qu'on utilise ici. Les quartiers, pour mettre de la fibre, typiquement, il faut qu'on ait des adresses. Oui. Avant d'avoir des adresses stables sur Mayotte, il va se passer beaucoup de temps. Avant de reconstruire tout ça, on va devoir utiliser des choses qui ne sont pas faites ailleurs. Utiliser des liaisons satellites pour pouvoir alimenter des antennes. Ça, on ne le fait pas ailleurs et on va devoir le faire sur Mayotte pour pouvoir reconstruire dans des temps courts. Chido s'est atténué vers 13h30 samedi, heure de Mayotte, et dès 14h,
il y a déjà les constructions des bidonvilles au même endroit, au vu, au sud de tout le monde, et ça continue toujours. Donc on peut dire que l'État a sa part de responsabilité, mais aussi les élus locaux. Et en parlant d'élus locaux, Daniel Zaidani nous a rejoint rapidement. Daniel Zaidani, on parlait rapidement de reconstruction. Alors, quel espoir justement par rapport à la reconstruction de cette île? Je pense qu'il faut faire la distinction entre deux choses. D'un côté, nous avons les Mahoraises et les Mahorais qui ont tout perdu. Tout un investissement de toute une vie, parce que nous n'avons pas forcément accès au crédit immobilier, mais c'est plutôt des crédits à la consommation, une fois, deux fois, trois fois. À cela, il faut rajouter les chicoas, c'est-à-dire les tantines, pour pouvoir arriver à avoir des villas respectables. Quand on a perdu cela, je rappelle également que pour nous, ces habitations, c'est notre retraite. Puisque le SMIC à Mayotte est bas, la retraite c'est 200, 300, 400 euros. Donc c'est vraiment l'avenir même. Les gens sont véritablement abattus. Maintenant, il faut que l'État nous accompagne. Parce que, on sait, 10% de ces habitations, des Mahoraises et des Mahorais, avaient une assurance. L'État doit nous accompagner pour assurer un abri et un avenir. De la même manière, il y a également en parallèle des constructions d'habitats illégales qui s'est fait année après année avec des tentatives de destruction, avec notamment l'opération Wombushu, qui a été décriée également par des élus de la Réunion qui ne comprennent pas ce qui se passe à Mayotte parce que... On a été interrompu donc à la liaison avec Mamoudzou. On arrive déjà au terme de cette édition spéciale. Amina Djomouar, c'est vous qui avez le mot de... Moi, après, optimiste pour l'avenir, pour votre pays, Mayotte résiliente. Cette émission, je suis inquiète, encore plus inquiète et triste, parce que j'ai entendu des gens dire ils hésitent à envoyer leurs équipes parce que ils auront pas à manger, ils auront pas. Et moi, là, on se lève tous les jours en se disant, on espère que les nôtres ne sont pas morts de faim. Et ce qui m'énerve là, ce qui m'écoeure, c'est de voir que même dans cet état, l'État hésite et refuse de mettre les mesures demandées par nos parlementaires. On a Madame Achia qui a demandé l'état de catastrophe naturelle. On a Madame Issoufa qui a demandé l'état d'urgence sécuritaire. Même dans cet état-là, c'est refusé. On a demandé la fermeture des frontières, c'est refusé. En fait, c'est dire que non seulement on a laissé Mayotte en arriver là, mais on laisse la situation se pourrir encore plus pour venir nous aider. On est français et on parle de nous aider. C'est quand même aberrant. Et c'est écœurant. Vraiment, c'est pathétique. Je trouve ça quasi raciste. Il n'y a pas de mot pour ça. On parle de nous aider. Je n'arrive pas à enregistrer ce mot, en fait. Vous attendez des annonces politiques d'Emmanuel Macron? Vous pensez vraiment que ça va changer les choses, les mesures qui seront annoncées, si elles sont annoncées? Mais si elle annonce les mesures demandées par la population et les élus, oui. Mais si c'est pour nous dire, je vous ai entendu, Maori Faransa Pakacho, on va reconstruire, la France est au rendez-vous, non. Vous n'avez pas d'espoir alors? Je n'ai pas, parce que déjà j'ai entendu les quelques nouvelles là, j'entends le mot aide, assistance, et alors qu'on est la France. Et ce qui est pire, on met tout sur la Réunion. Ça veut dire aujourd'hui, les Mahorais veulent aller chez eux construire et reconstruire leur île, et ceux qui sont là-bas veulent sauver ce qui leur reste. Mais les autres qui n'ont rien, ils vont se ruer vers ici, ceux qui sont régularisés, et ceux qu'on peut pas... on va envoyer tout le monde ici, et après demain, comme on l'avait dit durant le Covid, c'est le Maoré qui va être pointé du doigt dans tous les coins de la Réunion, injurié. À la rentrée ici, les écoles vont être doublées. On va stigmatiser nos enfants, on va encore plus. En fait, on parle de la population de Mayotte qui va augmenter, mais la population de la Réunion aussi, parce que tous ceux qui sont régularisés, quand il y a catastrophe, on n'envoie pas en métropole ou en Martinique, hein, à la Réunion. Et après, c'est notre communauté qui est aux yeux de tous. L'urgence humanitaire aujourd'hui, à l'heure où on parle, véritablement? L'urgence est à l'investissement, à la prise de responsabilité, à la reconstruction de Mayotte. Je ne veux pas entendre le mot aide ni humanité. On est en France. Mayotte est très petit, 375 000 km². On peut si on veut, mais on a constaté qu'on ne veut pas. Moi, tout ce que je demande là aujourd'hui à cet État, c'est de laisser les Mahorais qui veulent aller reconstruire chez eux, rentrer les malades qui sont inquiètes avant qu'ils ne meurent de chagrin ici. La jeunesse
Mahorais, les hommes qui veulent aller chez eux, reconstruire, assister leurs parents, partir. C'est tout ce que je veux aujourd'hui parce qu'on a compris que l'État, on va l'attendre encore 40 ans. Merci. Et on aura encore 2 Chido, 3 qui vont encore nous détruire. Merci Amina, le message en tous les cas a été passé. Merci à vous d'avoir participé à cette édition spéciale. Merci à vous d'avoir été présent pour cette émission.